Bonjour ou bonjour à tous, merci d'être là ce matin, nous suivre Gilles Albou, le recteur de Mayotte, est parmi nous et en chair et en personne sur ce plateau. Monsieur le recteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, monsieur le recteur, les vacances sont là, on l'a dit, mais vous êtes encore là puisqu'il y a encore quelques dispositifs à mettre en place, à régler avant que vous partiez aussi vous reposer un petit moment. Parlons d'abord de cette réussite, on va le dire, par rapport à ce bac 2020. Un bac finalement où au départ, beaucoup de parents avaient l'inquiétude de se demander comment on va pouvoir passer le bac cette année, surtout pour leurs enfants. Une réussite, voilà, qu'aujourd'hui vous estimez, une réussite qu'on doit aujourd'hui encore ovationner. Alors, ovationner, je ne sais pas. D'abord, c'est aussi la réussite des élèves, hein, puisque vous savez que cette année, les notes qui ont été prises en compte pour le bac, ce sont les notes de contrôle continu. Et pour faire le contrôle continu, il fallait être en présentiel. Donc, ce sont les notes de contrôle continu des 2 premiers trimestres. Donc évidemment, tous les élèves qui ont bien travaillé pendant ces premiers trimestres ont eu des bonnes notes. Moi, je croise des élèves qui me disent, finalement, si j'avais su, je me serais mis à travailler un petit peu plus tôt. Ouais. C'est la première leçon qu'il faut retenir, puisque vous le savez qu'à partir de l'an prochain, les modalités de passage du bac vont changer, puisque là, pour le coup, et c'est dans les textes, il y aura une grande partie de la note qui sera prise en compte à partir des résultats de l'année, du contrôle continu, soit le contrôle continu régulier ou ce qu'on appelle les évaluations communes. Donc ce sera 40% de la note. Donc déjà, il faut que tous les élèves qui nous écoutent sachent qu'à partir de l'an prochain, dès le départ, il faut commencer à travailler. Ouais. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, moi je trouve que évidemment à Mayotte, comme partout en France, les résultats sont un peu meilleurs parce que il n'y a pas l'effet couperet de l'épreuve terminale avec le stress. On peut en discuter d'ailleurs de cet effet couperet, mais on n'a pas bradé le bac à Mayotte. Voilà. Je ne vais pas nous comparer à d'autres académies. Alors que certains le disent sur les réseaux sociaux. Vous avez bradé le bac, vous donnez quasiment à tout le monde. Alors moi, je lis aussi qu'il y a certaines familles, certains élèves qui sont très déçus, parce que si je regarde, alors j'ai apporté des chiffres avec moi, on est à 89,8% de réussite sur le bac général. Alors que la moyenne en France est quand même la moyenne à 98,4%. L'année dernière, c'était 42%. Donc on est l'an dernier, on était à 63,8%. Donc évidemment, on est meilleur, et un peu comme un peu partout, mais on n'est pas à 100% de réussite. Donc 89,8%, ça veut dire qu'il y a donc 10,2% des élèves qui ne l'ont pas eu. Ce qui est, on va dire, je veux pas dire la normale, mais bon, ça dit aussi que il y a eu sanction pour ceux qui n'ont pas travaillé. Si on est d'ailleurs sur les filières technologiques, on tombe à 84,5% de réussite, ce qui nous met là aussi bien en dessous des normes nationales, puisque au niveau national, on est à 95,7% de réussite. Donc vous voyez, sur le techno, 15,5% des élèves qui ne l'ont pas eu non plus. Voilà. Donc il n'a pas été bradé, il a été obtenu en fonction des notes de contrôle continu. Mais j'ai envie de dire, au-delà des notes du bac, et vous le savez maintenant, ce qui est important pour les élèves, c'est leur réussite dans Parcoursup. Parce que on dit toujours, et c'est vrai que le baccalauréat, c'est le premier diplôme de l'enseignement supérieur. C'est la porte d'entrée dans l'enseignement supérieur. Mais tout le monde sait que, en fait, la porte d'entrée dans l'enseignement supérieur, c'est Parcoursup. C'est la réponse que les élèves ont à l'issue de la phase de vœux de Parcoursup. Alors j'ai apporté 82% des admis. Alors, j'ai apporté les chiffres, figurez-vous, pour que on puisse parler. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, parce que évidemment les choses peuvent encore bouger. Tout bac confondu. Bon, on va préciser les choses, mais tout bac confondu, 86% des élèves ont eu une proposition d'admission dans Parcoursup. Donc c'est au-delà des taux de réussite du bac. Et si on est sur les bacs généraux, 96% des candidats dans Parcoursup ont eu une réponse positive. 96% ont eu une réponse positive. Et là, c'est pas du trafic, c'est
les facs, les écoles d'ingénieurs, les grandes écoles, les IUT, les BTS de France, de Navarre, de Mayotte et de la Réunion qui ont pris nos élèves. Et quand ils prennent nos élèves, ils savent de quel lycée ils viennent. Ce qui veut dire une chose, c'est que un élève de Mayotte, aujourd'hui, il a une bonne cote dans l'ensemble de ses formations. Alors ça a changé parce qu'à l'époque, on disait souvent qu'un élève de Mayotte, oh là là, il a eu le bac à Mayotte, oh là, mais c'est un grave problème parce qu'il va être nul. C'était ce qu'on disait. Je vous le redis, 96% aujourd'hui d'élèves qui ont une place dans l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire que le niveau s'est amélioré. Ça veut dire que je pense que on sait maintenant dans l'enseignement supérieur qu'un élève de Mayotte est bien formé. En tout cas, là, je viens de donner les résultats sur les bacs généraux. Évidemment, et comme partout en France, ça descend pour les bacs techno. Pour les bacs techno, c'est plus que 81%. Mais évidemment, il y a pour ces bacs techno un certain nombre d'élèves qui entrent dans la vie active, et ça descend à 74% pour les bacs pro. Mais un bac pro aussi, ça doit conduire normalement, ça peut conduire aussi directement vers un métier. On le sait à Mayotte, ce qui fait que un certain nombre de nos élèves ont des difficultés au bac, c'est aussi la maîtrise de la langue française. Pour beaucoup d'élèves à Mayotte, le français n'est pas la langue maternelle. Donc vous imaginez, si vos enfants aujourd'hui ils suivaient une scolarité aux États-Unis, en Angleterre ou en Russie, et qui passaient le bac du pays, ils seraient forcément un petit peu plus désavantagés que d'autres, parce que le russe, l'anglais ne serait pas leur langue maternelle. Bon, tout le monde sait très bien que pour nos élèves, en tout cas pour ceux qui réussissent le bac, il y a toujours un petit peu ce retard, on va dire, dans l'expression française, retard qui se rattrape souvent quand on arrive en métropole. Alors je dis souvent parce que c'est le deuxième point sur lequel il faut qu'on insiste. On sait aujourd'hui que pour beaucoup d'étudiants mahorais, les premiers mois, la première année en métropole est particulièrement difficile. Parce que on change de culture. En plus de l'éloignement, en plus, on va dire, du changement climatique. Généralement, on ne nous dit pas, vraiment, on a du retard en maths, on a du retard en philo. Mais on change de culture. Et dans le changement de culture, évidemment, il y a l'expression en français. Alors certains, comme un peu vous et moi, je ne sais pas si à un moment vous êtes allé faire un an d'études à l'étranger. Bon, les premiers mois sont difficiles, et puis après, finalement, on parle très très bien. La métropole, c'est pas l'étranger. Et pour la plupart de nos élèves, la langue française est maîtrisée. La langue française est maîtrisée. Et pour certains, ça pose des problèmes. Pour d'autres, ce qui pose des problèmes, c'est l'acculturation, c'est l'éloignement. Là, il faut qu'on y travaille. J'ai reçu les fédérations de parents d'élèves, les associations familiales. On va mettre en place un groupe de travail dès avant la rentrée pour accompagner ces futurs étudiants dans leur projet de mobilité en métropole et à La Réunion. Puis je rappelle aussi que nous avons un centre universitaire à Mayotte qui permet aussi une poursuite d'études, des poursuites d'études dans des filières d'excellence. Vous vous souvenez que cette rentrée, on ouvre les filières en médecine, donc avec les premières années de prépa pour médecine, filières qui ont eu un gros succès, puisqu'on a eu énormément de candidatures. Mais pour ceux qui vont aller à l'extérieur, il faut effectivement qu'on les prépare. Donc, vous voyez, les résultats du bac, ils sont plutôt bons à Mayotte. Mayotte reste, on va dire, parmi les dernières, entre guillemets, académies. Et pour les raisons que je viens de signaler, je crois avec la Guyane, il doit y avoir la Guyane qui est juste derrière nous. Il faut aussi qu'on progresse. Il faut qu'on progresse sur le français. Et pour progresser sur le français, c'est un autre point. Et puisque on parlera de la préparation de la rentrée, c'est scolariser nos jeunes élèves le plus tôt possible. Tout se joue très tôt, et notamment à la maternelle. On a aujourd'hui beaucoup trop d'enfants qui ne sont pas scolarisés en maternelle, voire en école primaire. Or, c'est là que ça se joue. Ensuite, on voit arriver en collège, en lycée, des élèves qui maîtrisent pas encore bien la langue française. On va les traiter, ces élèves-là. On va les traiter comme je l'ai souvent dit, en faisant de la pédagogie différenciée, en les prenant à part pour qu'ils se remettent à niveau en français. Ils sont souvent pas plus bêtes que d'autres, mais voilà, ils ont ce défaut-là. Donc, la différenciation au collège, la scolarisation tôt
à l'école primaire. Et puis pour le lycée, il faut aussi qu'on revienne sur le décrochage scolaire. Et vous savez que c'est notre troisième priorité. Ce sont tous ces élèves qui décrochent et qu'on perd et qu'on revoit souvent, mais on les revoit à l'extérieur de lycée, en train de caillasser, en train d'attendre leurs copains parce que évidemment ils sont dans l'oisiveté. Et donc à la rentrée prochaine, nous ouvrons 2000 places supplémentaires en lycée, essentiellement dans les filières pro ou technologiques, mais technologiques plus spécialisées. Et ça donne aussi de la perspective à tous ces jeunes qui, jusqu'à présent, à 15-16 ans, quittaient le système scolaire sans qualification, sans diplôme. Justement, avant de parler de cette rentrée scolaire, vous avez soulevé le problème de la langue. Il y a un problème à Mayotte que j'ai entendu souvent, des professeurs qui ne parlent pas le mahorais, donc ils ne peuvent pas parler à leurs élèves des fois, parce que les élèves ne comprennent pas le français. Il y a un vrai problème de langue. Est-ce qu'il n'y a pas du boulot à faire là pour que donner plus de cours peut-être de français à ces enfants-là pour qui parlent le français, parce que souvent des professeurs aussi parlent en mahorais à eux, donc ça les aide peut-être pas pour la suite. Alors il faut faire la part des choses. On a, alors il y a comme dans tout système des enseignants qui sont passés, on va dire, dans les trous de la raquette. Évidemment, ceux-là, il faut aussi qu'on les forme. Mais c'est tout l'enjeu de la formation continue. Et puis il y a les nouveaux qui arrivent et aujourd'hui les nouveaux professeurs des écoles, ils ont une formation en 5 ans, comme partout ailleurs en métropole. Je peux vous dire que là il y a une maîtrise parfaite de la langue française. Après, vous savez, vous et moi, on a eu une scolarité où on se rappelle toujours de tel ou tel prof qui était, on va dire, des fois un petit peu limite dans telle ou telle matière. On se souvient généralement des profs excellents, des profs qui étaient pas terribles. Et si on fait le calcul de tous les profs qu'on a eu, les autres, je veux pas dire qu'on les oublie, mais voilà. Donc c'est marginal, mais ça existe. Alors pour pallier ce problème, évidemment, c'est la formation continue, c'est la formation initiale, et puis il faut pas confondre autre chose, puisque vous disiez, il y a aujourd'hui des profs qui enseignent en mahorais. Alors ça, on le revendique. Qui est une part d'enseignement en mahorais ou en kibushi, c'est, on va dire, la mise en pratique du plurilinguisme pour les petits, parce que c'est très important quand on commence à apprendre à lire, à écrire, que, on va dire, on ait ce dialogue entre les différentes cultures. Parler aujourd'hui là je parle à des petits de 3, 4, 5, 6 ans et faire le lien entre leur langue maternelle et le français, c'est important pour leur montrer que voilà, le français c'est pas une langue complètement abstraite, on va pas apprendre des expressions par cœur en français comme certains l'ont apprises en grec ancien ou en latin. Donc c'est aussi important de faire ce va-et-vient, de dédramatiser l'apprentissage de la langue française. Ça c'est le plan plurilinguisme qu'on a commencé à expérimenter cette année et qui va se généraliser l'an prochain. On a une inspectrice, Sitina Babana, qui va coordonner ce dispositif du plurilinguisme l'an prochain. Et je pense que là aussi, ça va porter ses fruits. Avant de parler, bien évidemment, de la rentrée, de la préparation, on va parler de ce dispositif, monsieur le recteur, mais rapidement, pour revenir sur cette réussite et 86% pardon, déjà des admis au niveau du Parcoursup, ça veut dire, est-ce que le côté positif, on peut dire que ça libère aussi de la place, le fait d'avoir réussi massivement aujourd'hui ces examens, ça libère de la place pour les moins jeunes qui arrivent dans les lycées, dans les collèges? Alors, vous savez, ceux qui partent en terminale, ça libère pas de la place pour les secondes, parce que ceux qui aujourd'hui avaient justement des problèmes d'accès au lycée, il faut d'abord qu'ils entrent en seconde, et puis on a certains élèves en seconde qui avaient des difficultés à continuer après dans des filières en première. Donc, ce ne sont pas tous ceux qui s'en vont maintenant qui vont entre guillemets libérer de la place. Une chose est sûre, c'est qu'on n'aura pas, mais on l'avait anticipé, à la rentrée prochaine, tous ces élèves qui n'avaient pas de place pour redoubler. Aujourd'hui, il y a quand même des redoublants, on l'a dit, et ce redoublant, ils pourront redoubler dans leur classe et repréparer leur bac. Alors attention, ce sera le bac nouvelle formule, ça va changer. Ils pourront le préparer dans leur établissement. Je le redis,
pour tous ces élèves qui n'avaient pas d'affectation après la troisième ou après la seconde, nous avons ouvert 2000 places, plus de 2000 places supplémentaires en lycée. Ça veut dire des postes en plus, ça veut dire des formations en plus, essentiellement des formations de type CAP, de type Bac Pro, parce qu'il faut pas se voiler la face. Tous ces élèves qui aujourd'hui quittaient notre système scolaire, c'est pas des élèves qui avaient vocation à suivre des enseignements dans les filières générales. Et donc pour cela, on a ouvert des formations très professionnalisantes et qui doivent les conduire vers des métiers dont le territoire a besoin. Justement, parlons de cette rentrée, parce qu'on arrive au bout de ce temps de parole, que c'est un gros sujet. On sait que c'est placé aussi sur le Covid-19, enfin, c'est très compliqué. Comment va se dérouler la rentrée concrètement à Mayotte? Alors, c'est évidemment un cadrage national pour tous les territoires qui, on va dire, seront verts à la rentrée. Et on espère, vous voyez chaque jour les chiffres à Mayotte. Théoriquement, aujourd'hui, on devrait être vert, aussi bien pour le taux de positivité, le taux d'incidence, le nombre de places en service de réanimation. Je crois qu'actuellement, on doit avoir 3 ou 4 patients. Donc, normalement, les voyants sont au vert. J'imagine que l'ARS, pour l'instant, que l'ARS travaille là-dessus pour, on va dire, faire fiabiliser les données et faire que les choses passent au vert. Donc, il y a certainement en France métropolitaine des départements qui sont plus touchés que Mayotte actuellement. On nous met souvent dans le même lot que la Guyane. Mais vous parlez de la Mayenne notamment qui a cette aujourd'hui, Mayotte ressemble plutôt, on va dire, à un département de banlieue parisienne en termes aujourd'hui d'incidence et d'épidémie. Donc pour tous ces départements, donc moi je pense que Mayotte sera à l'image des départements métropolitains. Il y aura, on va dire, deux cadrages. Le cadrage général, c'est-à-dire on prend tout le monde, mais et c'est le changement majeur de la rentrée, on fait évidemment attention aux gestes barrières, donc lavage des mains. Ce qui veut dire pour nous, travailler avec les municipalités, travailler dans nos établissements pour qu'il y ait suffisamment de points d'eau. Ça va être l'enjeu de la rentrée, suffisamment de points d'eau, aussi bien pour le lavage des mains et puis évidemment les problèmes de toilettes que tout le monde connaît. Donc d'un mal, on fait un bien, puisque enfin on va avoir des points d'eau dans nos écoles. Et puis deuxième point, évidemment pour les gestes barrières, quand les distances réglementaires de sécurité ne pourront pas être satisfaites en milieu clos, c'est-à-dire avec des mobilités des uns des autres ou des élèves qui seront à moins d'un mètre dans une salle de classe, alors dans ce cas-là, il faut porter le masque. Voilà. Si on est en face d'un autre élève, ça se fait dans d'autres pays, ça se fait dans d'autres pays. Le président l'a dit, le 1er août, si c'est clos, c'est masque obligatoire. Voilà. Donc ça rentre aussi dans ce cadre. Voilà. Est-ce que ça veut dire, monsieur le recteur, que là, avant la rentrée, il faut également revoir un peu le stock des masques qu'on a distribués? Tout à fait. Alors on y travaille, effectivement. On y travaille, nous, Éducation nationale, pour avoir un stock, on va dire, prêt. Alors vous savez que les masques, c'est que pour les élèves au-delà de 11 ans, à partir de 11 ans. Donc pour les petits, non seulement ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'on sait qu'ils sont moins contaminants, entre guillemets, et en plus, c'est même pas, on va dire, préconisé, parce que ça peut presque être dangereux. Ils peuvent jouer avec, comme vous le dites. Pour les autres, on a déjà commencé à faire ces stocks, comme on a aussi commencé à faire des stocks de gel hydroalcoolique. Et puis là, on parle du scénario entre guillemets vert. Et puis il faut aussi qu'on se prépare, on va dire, au scénario du cluster, c'est-à-dire que tel ou tel établissement, telle ou telle commune pourrait être en alerte, on va dire orange. Et là, dans ce cas-là, on repart sur un mode un peu dégradé, c'est-à-dire que seulement une partie des élèves viennent en présentiel. Alors ils viendront prendre des cours et puis après ils repartent à la maison et pendant le temps que durera la phase dite orange ou de cluster, ils suivront une grande partie de leur scolarité à la maison. Donc on est sur ces deux scénarios. A priori, pas de confinement généralisé. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on prenne tout le monde. Et puis, si jamais il y a un cluster, pour les collèges et les lycées, on reviendrait en phase dégradée, c'est-à-dire ce qu'on a vécu en fin d'année. C'est-à-dire qu'une poignée d'élèves viendraient en lycée, entre un quart et un tiers des élèves viendraient en collège, et tous les élèves viennent dans le primaire.
C'est la phase dégradée. Parlons de ces vacances, puisqu'on est à la bourre, de ces vacances apprenantes. Lors de votre dernier passage ici, monsieur le recteur, vous avez dit c'était pas toutes les communes, en tout cas, qui avaient déjà accepté le départ de ce dispositif. Là, aujourd'hui, on en a combien de communes ont accepté le dispositif? Et est-ce que ça marche déjà? Alors, la bonne nouvelle, vous savez, c'est qu'avant les vacances, toutes les communes avaient commencé à ouvrir au moins une école. Là, je pense que je vais pas dénoncer quelqu'un. En plus, je pense que c'est un maire qui a été réélu du centre de Lille, mais il y avait une commune qui n'avait pas ouvert ses écoles. Partout ailleurs, au moins une école était ouverte. Donc, de toute façon, dans toutes ces communes, le dispositif vacances apprenantes va fonctionner et fonctionne déjà. Alors, vous vous souvenez, le dispositif vacances apprenantes, c'est un dispositif partenarial avec les services de la préfecture, puisque eux travaillent à un dispositif plus général qui est le dispositif quartier d'été, avec une grosse mobilisation là aussi de personnel. Et puis ce dispositif, il se décline en plusieurs actions. Il y a ce que nous on appelle les classes de réussite, les parcours de réussite, qu'on a pu voir surtout là, les premières semaines, qui sont essentiellement des remises à niveau. Puis il y a les écoles ouvertes où on fait de la remise à niveau un petit peu le matin, où on travaille un peu les matelas français le matin, et puis des activités plutôt artistiques, culturelles, sportives, un peu plus ludiques l'après-midi. Et puis il y a tous les centres de loisirs apprenants où on profite des structures déjà en place pour évidemment y mettre une petite couche pédagogique. Dans les structures, dans les centres de loisirs apprenants, ça peut être aussi des accueils collectifs de mineurs, donc ça devient des colos apprenantes. Ça peut être aussi l'école buissonnière quand on va faire un petit tour et qu'on va visiter les environs. Donc on travaille là-dessus avec évidemment la DGRCS, avec la DAC, beaucoup avec les associations. J'étais hier à Hip Hop Evolution à Iloni, qui d'ailleurs a pas besoin de nous pour déjà faire des colos apprenantes, et fait un travail magnifique. J'étais lundi à Msangay Beach où Mlezi fait un travail remarquable là aussi d'accueil collectif de mineurs, et je voyais les élèves, enfin les enfants qui faisaient des activités très scolaires, et puis en même temps qui faisaient du kayak. Bref, voilà, ces vacances, elles vont être apprenantes, elles vont être aussi reposantes, il le faut, et puis elles vont être prudentes. Et c'est le message qu'il faut faire passer, c'est on ne se relâche pas, il faut pas, on le voit bien en métropole, qu'il y ait de nouveaux clusters. Donc on apprend, on se repose et on reste prudent. Dernière question, parce qu'il est 8h01, on est très à la bourre. Vous avez, cette année, dans ces vacances apprenantes, les enfants vont pouvoir lire les fables de La Fontaine. Pour finir, quelle est la fable de La Fontaine qui va le mieux à Mayotte? Alors, quand j'ai distribué les fables l'autre jour, je disais celle que moi je préfère, c'est Le Laboureur et ses enfants. Voilà. Alors pourquoi elle va le mieux? Parce que d'abord elle tourne autour de la transmission. Hein. Et ça c'est très important, transmettre les valeurs. Et puis évidemment, elle met en avant la valeur travail. Et je pense que c'est pour moi, celle qui va le mieux. Comme je l'ai dit à tous les enfants, eh bien il faut lire l'ensemble des fables, trouver celle qui vous correspond le mieux, et puis l'apprendre, faire ce travail de mémoire, d'apprentissage du français, et travailler. Prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. C'est les premiers vers du Labour et ses enfants. Je pense qu'on n'a pas le temps pour que je vous la réussite en entier. mais je vous laisse. Ça finit que de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor d'argent, point de cachet. Hein, c'est ça, d'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Moi, je finirai par dire, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Merci en tout cas, monsieur le recteur, d'être venu ce matin, juste avant que vous partiez en vacances. On se reverra donc l'année prochaine à la rentrée. Eh ben pour la rentrée, et puis d'ici là, je souhaite à tout le monde évidemment des vacances reposantes. J'ai dit apprenantes, prudentes, mais aussi reposantes. Voilà. Merci. Ça sera tout pour ce second temps de parole.